Chers toutes, chers tous, on va commencer la nouvelle session. On a le plaisir d'accueillir Madame la ministre Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, par vidéoconférence. Tout d'abord, juste trois propos brefs liminaires d'introduction. Donc, merci Madame la ministre d'être parmi nous à distance. Vous avez annoncé un plan en disant la priorité, l'emploi, l'emploi, l'emploi. Et c'est vrai que ce plan fait face à trois enjeux très importants. Le premier enjeu, il est critique. On sait qu'on a détruit au cours des 2 derniers semestres près de 500 000 emplois en net, c'est-à-dire on a perdu l'ensemble des gains de création d'emplois qu'il y avait eu depuis 2017. On est repassé de 7 à 10% de chômage et avec des secteurs particulièrement touchés et aussi des publics, en particulier les jeunes, fortement impactés. Deuxième propos un peu plus optimiste, qui est de dire que grâce à des mesures de soutien, de chômage partiel, l'emploi pendant les 2 premiers semestres a été moins impacté que l'activité économique. On a perdu à peu près 3% d'emplois alors que l'activité a baissé de 10 à 12%. Donc ces mesures de soutien se sont révélées relativement efficaces. Mais on a besoin d'un nouveau souffle, qui est celui de passer d'un plan de soutien à un plan de relance. Et c'est celui que vous avez annoncé avec des mesures très fortes, telles qu'un emploi, un jeune, une solution, ou le prolongement de l'activité partielle de longue durée. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir pour présenter votre ambition et votre plan. Merci, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis très heureuse de répondre une nouvelle fois à l'invitation du Cercle des économistes pour ces rencontres d'Aix. Je regrette évidemment de ne pas être parmi vous, mais je crois que nous sommes tous devenus des spécialistes des visioconférences, en espérant que ça marche. Alors, moi, je dirais que ce qui caractérise cette crise, c'est d'abord l'incertitude. Et en tant que ministre du Travail, moi, je dois m'efforcer d'apporter aux chefs d'entreprise des clés de lecture pour réduire du mieux possible cette incertitude. Comme certains le savent, j'ai été chef d'entreprise et je sais combien c'est important d'être en capacité de bien mesurer les risques que l'on prend et d'avoir des repères stables au plan réglementaire, législatif et concurrentiel. Face à une telle crise, nous devons employer tous les leviers de l'action publique en jouant sur des temporalités différentes pour à la fois protéger et investir. Nous devons être dans l'action et parer à la gestion de l'urgence sans renoncer en rien à notre devoir d'anticipation des signaux faibles et de transformation du pays. La première incertitude, elle est bien sûr sanitaire, et c'est tout le sens du protocole qui s'applique depuis le 1er septembre en entreprise, d'apporter à la fois de la sécurité aux salariés pour qu'ils reviennent au travail, sur leur lieu de travail, et de la sérénité aux chefs d'entreprise en leur donnant des repères sur leurs responsabilités. L'incertitude, elle est ensuite bien sûr économique, parce que la crise frappe de façon très hétérogène selon les pays et selon les secteurs. On le sait, certains secteurs ont été plus percutés que d'autres. Je pense à l'industrie aéronautique, au tourisme, au spectacle vivant, à l'hôtellerie-restauration. Et pour répondre à tous les effets de la crise, comme vous l'avez rappelé, nous avons choisi de protéger massivement les emplois et les compétences des Français, mais nous choisissons aussi d'investir fortement dans les compétences pour préparer la modernisation de notre pays et notamment les métiers d'avenir. Nous avons mis en place au plus fort de la crise un véritable bouclier anti-licenciement avec l'activité partielle qui est désormais complétée par l'activité partielle de longue durée. Et puis, dans le cadre du plan des 100 milliards d'euros mobilisés pour France Relance, nous investissons 15 milliards d'euros spécifiquement, 15 milliards d'euros supplémentaires dans les compétences des Françaises et des Français. En clair, pour parler comme un économiste que je ne suis pas, nous avons choisi d'apporter une réponse conjoncturelle à court terme, mais aussi d'agir de façon structurelle à long terme, et nous faisons le double pari de l'emploi et des compétences.
En termes de perspective, l'INSEE et les différents instituts de conjoncture nous aident à déterminer un chemin probable et nous donnent quelques raisons d'espérer. Alors, en termes de chiffres, l'INSEE nous dit qu'après la destruction de plus de 700 000 emplois, selon leurs évaluations au premier semestre, le nombre d'emplois pourrait être stable d'ici la fin de l'année, du fait notamment des différents dispositifs mis en place par le gouvernement, activité partielle, plan de relance, plan jeune. En tout cas, moi, je peux vous dire que c'est bien notre objectif de sauver et de créer le maximum d'emplois. Les impacts de France Relance sont estimés, selon les experts, de l'ordre de 160 000 emplois en moyenne sur 2021 et 240 000 en 2022. Et les 6,7 milliards d'euros que nous consacrons au plan Un jeune, une solution devraient permettre de sauver ou de créer 75 000 emplois en moyenne sur 2021 et 60 000 en 2022. C'est à la fois un plan de relance, je voudrais insister là-dessus, mais aussi un plan d'investissement. En termes de conjoncture, là aussi, les experts nous disent qu'on a une reprise qui pourrait être plus rapide que ce que nous aurions pu attendre. Notamment, la consommation se porte mieux et le PIB du quatrième trimestre pourrait être en retrait de seulement, si je peux dire, 4% par rapport au quatrième trimestre 2019. Donc, finalement, ce que les différents experts nous disent, c'est qu'il est permis d'espérer et que l'activité revient. Et je voudrais à nouveau réitérer mon appel pour que ceux dont l'activité va rester en dessous de ce qu'elle était avant la crise pendant les prochains mois se saisissent du dispositif d'activité partielle de longue durée. Je voudrais en profiter pour saluer l'UIMM, dont la démarche a largement inspiré ce dispositif, où le groupe Safran, cher Ross McInnes, qui a été le premier à signer un accord d'activité partielle de longue durée dès la fin juillet, donc juste après la publication des textes ouvrant ce dispositif. Et puis moi, je note que Syntec a désormais signé un accord, que la plasturgie, le transport aérien ou encore le commerce de gros sont en train d'en préparer. Et mes équipes et moi-même échangeons avec des nombreuses entreprises qui sont en train de négocier un accord d'activité partielle de longue durée. Je voudrais insister sur l'importance de ce type de dispositif. Je pense qu'on a tous en tête l'exemple allemand qui avait montré toute l'utilité de l'activité partielle puisque lors de la crise de 2008, le taux de chômage n'avait augmenté en Allemagne que de 0,2 points, pendant qu'il augmentait de 2 points dans l'ensemble de la zone euro. Peut-être dire aussi que quand on est chef d'entreprise, on souhaite toujours une gestion fluide des carrières et des compétences. Et non seulement cet outil vous en donne les moyens, mais en plus, il vous permet de ne pas vous séparer de vos salariés et donc de toute une partie de la mémoire de l'entreprise. Ça permet d'assurer la transmission des compétences. Alors, on sait aussi, cher Yann Algan, à quel point la confiance est importante en économie. La mission du gouvernement, c'est de tout faire pour assurer le déploiement d'une politique qui recrée de la confiance à tous les niveaux, à la fois chez les chefs d'entreprise sur leur carnet de commandes, et puis pour chacun, pour les familles, sur le devenir professionnel de leur enfant. Partout dans le monde, on observe une croissance de 3 sphères de métiers en particulier, les métiers très qualifiés, les métiers de l'humain, et enfin les métiers liés aux transitions numériques et écologiques. Pour préparer ces mutations, il est indispensable que notre appareil de formation s'empare dès à présent de ces sujets. C'est pourquoi nous avons engagé un effort massif de soutien et de transformation de notre appareil de formation. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé fin juillet aux régions de préparer des avenants à nos pactes régionaux d'investissement, qui déclinent le plan d'investissement dans les compétences pour à la fois intégrer les fonds supplémentaires qui sont mobilisés dans le cadre du plan de relance et en même temps pour procéder aux réorientations éventuelles des formations précisément sur ces métiers d'avenir. Nous allons investir 1 milliard d'euros supplémentaires dans les compétences avec un double objectif, c'est de donner la possibilité
à chaque salarié de choisir son destin professionnel, d'envisager des évolutions de carrière grâce à la formation, et puis aussi de renforcer la compétitivité de nos entreprises en leur permettant de trouver dès aujourd'hui et également demain les compétences dont elles ont besoin. Cet effort dans la formation, il se déploie dans 3 directions. D'abord, il s'adresse à tous les salariés pour accompagner l'évolution des métiers et permettre le changement de métier vers des emplois durables. Ensuite, il s'adresse aux demandeurs d'emploi pour les orienter vers les métiers d'avenir, en mobilisant donc le plan d'investissement dans les compétences. Et puis enfin, il vise à lever les freins d'accès à la formation professionnelle par la digitalisation et aussi en revalorisant la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle pour que ce soit attractif de s'engager dans une formation professionnelle. Pour les jeunes spécifiquement, le plan Un jeune, une solution remplit aussi cet objectif avec notamment 200 000 formations vers les secteurs formations qualifiantes, vers les secteurs et métiers d'avenir, notamment le numérique. En clair, nous voulons donner une perspective à chacun, donner à chacun les moyens d'accéder à l'emploi. Nous voulons aussi montrer à chacun, qu'il soit dans l'emploi, proche de l'emploi ou éloigné, quels que soient ses talents, qu'il peut avoir les moyens de réussir et de trouver sa place dans la société. Nous devons armer chacun des compétences qui lui permettront d'accéder à l'emploi, de s'y maintenir, voire de se reconvertir pour décider lui-même de son avenir professionnel. Paradoxalement, je voudrais également dire que cette crise, elle a apporté certaines avancées dont nous devons tirer les bénéfices avec l'ensemble des acteurs, chefs d'entreprise comme partenaires sociaux. Parmi les bonnes nouvelles, moi je voudrais rappeler que sur les 100 milliards mobilisés par France Relance, 40 milliards viennent des crédits européens. Cela confirme que l'Europe est l'une de nos meilleures protections dans la crise, ce que nous avions clairement moins vu lors de la crise de 2008, et à titre personnel, évidemment, moi je m'en réjouis. Un autre effet bénéfique que je voudrais mentionner, c'est que le dialogue social s'est fortement accéléré pendant la crise. On sait qu'il y a eu plus de 9000 accords qui ont été signés au moment du déconfinement sur la reprise de l'activité en entreprise. Et puis un autre point, c'est grâce aux partenaires sociaux et aux services de l'État, donc les directs, s'agissant de mon ministère, je crois que les relations entre les entreprises et l'administration se sont renforcées. Je pense qu'à cette occasion, ces deux mondes se sont sans doute mieux compris, mieux parlé, et c'est évidemment un acquis très important. Parmi les autres acquis à maintenir, je voudrais citer, et je l'ai mentionné, la formidable accélération de la digitalisation de la formation professionnelle, que nous allons bien sûr continuer à soutenir. Et puis je pense aussi au développement du télétravail, qui fait beaucoup parler, mais qui a permis en tout cas à certains de gagner en productivité et aussi de s'émanciper des lourdeurs du quotidien. C'est devenu un véritable fait de société. On peut rappeler que ça a concerné un tiers des salariés à la mi-avril et encore 20% en juin dernier. Au-delà de cette crise, nous devons imaginer des nouveaux outils pour continuer d'inventer les protections sociales du XXIe siècle. C'est à la fois la pérennisation des bonnes pratiques qui ont été expérimentées dans l'urgence à l'occasion de la crise, mais il s'agit aussi de prévenir les situations de détresse connues pendant la crise. Alors à titre d'exemple, moi je ne suis pas la ministre du seul travail salarié, je suis aussi la ministre de toutes les formes de travail et de ces mutations les plus structurelles que je ne veux pas ignorer. On doit pouvoir entendre qu'il existe une aspiration à plus de liberté dans le travail, dont certains pensent que la réponse passe par exemple par l'auto-entrepreneuriat. Et dans le même temps, nous devons inventer les protections sociales qui l'accompagnent, et c'est un des thèmes de notre agenda social. Ensuite, nous devons mieux nous armer face à l'hétérogénéité du choc qui est propre à cette crise, contrairement à ce qui s'était passé en 2008. Cette hétérogénéité nous oblige à inventer des nouvelles mobilités
entre les branches professionnelles des sortes de contrats passerelles interbranches que j'appelle de mes voeux. Par exemple, dans le contexte actuel, on peut se demander si on peut permettre à des salariés de l'aéronautique d'évoluer vers d'autres secteurs de l'industrie ou vers la filière numérique. On sait que certaines branches vont avoir rapidement besoin de compétences, pendant que d'autres vont devoir se séparer d'une partie de leurs salariés. Donc, on a besoin d'anticiper et non de subir. Moi, je note qu'un certain nombre d'entreprises se sont saisies de ces sujets. Je pense par exemple à la démarche menée entre Corian, Adecco, Sodexo, Transdev, aussi des réflexions qui sont en cours dans des groupes comme Danone. Je pense qu'on partage donc cet objectif d'éviter au maximum aux Français, aux salariés, de passer par la case chômage. Et c'est des réflexions qui sont très présentes dans vos entreprises, des questions de montée en compétences, de reskilling, d'upskilling, qui sont de plus en plus souvent à l'agenda. Et bien sûr, notre responsabilité, c'est de vous donner les moyens d'une meilleure gestion des emplois et des compétences. Le financement dans le cadre de l'activité partielle et de l'activité partielle de longue durée de formation professionnelle pendant les heures non travaillées vise précisément à cela. Et puis plus généralement, je pense que chacun doit pouvoir faire des choix en cohérence avec ses talents, ses aspirations et ses ambitions. Et je pense important de dire qu'il n'y a pas qu'un seul modèle de réussite, et je suis convaincu que c'est un des éléments forts de la protection sociale du XXIe siècle que nous devons continuer à inventer. Il s'agit à la fois de donner aux chefs d'entreprise des outils pour leur permettre de faire face à des baisses temporaires de leur carnet de commandes, mais aussi de renforcer ce que je pourrais appeler l'empowerment des jeunes et des travailleurs pour leur permettre de choisir leur avenir professionnel et éventuellement de prendre leurs risques. Les leçons que nous devons tirer de la crise, c'est aussi que nous avons besoin de retrouver le sens du long terme, d'être capable de mener des réformes structurelles qui soient bien sûr respectueuses des salariés, de conduire des investissements dans tous les talents du pays. Retrouver de l'anticipation, c'est notamment l'objet de l'instauration par le président de la République d'un haut commissariat au plan. Et donc, en résumé, moi je dirais, nous devons à la fois investir dans les compétences, mieux accompagner les transitions professionnelles, mieux prévoir et accompagner les secteurs qui recrutent et ceux qui sont en perte d'activité. En un mot, nous devons être à la fois plus souples et imaginatifs dans la gestion du choc à court terme et plus prévoyants dans la préparation du long terme. Voilà quelques mots d'introduction. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Nous avons 10 minutes pour prendre des questions. Peut-être je peux juste vous interroger sur un point, Madame la Ministre, pour lancer le débat sur la question des jeunes et de l'insertion des jeunes. Un point qui n'a peut-être pas été suffisamment dit, c'est à quel point ils ont été très fortement affectés par la crise. Contrairement à certains sondages un peu à plat, on n'a pas retrouvé de grands clivages, par exemple, entre les cadres et les gilets jaunes pendant cette crise. Et pour une bonne et simple raison, il y a eu plusieurs études qui ont été faites, notamment qu'on a fait avec Daniel Cohen dans l'Observatoire du bien-être ou avec le CEVIPOF, qui montrent qu'en termes de superficie de mètres carrés, le vrai clivage n'était pas entre les cadres, CSP+, ou les ouvriers employés. Il y a à peu près même nombre de mètres carrés, mais un cadre qui vit à Paris vit avec 80 mètres carrés, un gilet jaune vit dans des résidences plus longues, mais effectivement très loin des services publics. Les deux clivages qui sont sortis, il y a un clivage homme-femme qui a été très important, il y a un clivage vraiment très fort qui a été un clivage entre générations, entre les jeunes et les autres. Les jeunes ont vécu en moyenne dans des situations de confinement beaucoup plus difficiles. Pour faire face à cette situation, vous avez insisté, et je pense que tout le monde l'a vraiment loué, sur votre stratégie d'investir dans le long terme, de vouloir investir dans les compétences. Mais le plan de relance contient peu de choses sur, nous semble-t-il, sur l'urgence sociale, sur comment faire face, par exemple avec des chèques
des chèques verts pour soutenir la consommation et le développement durable, pour faire plus face à des situations d'urgence sociale. Donc, est-ce que c'est un point que vous voulez développer? Est-ce que c'est une articulation qui viendra dans un second temps? Et je me tourne aussi vers nos jeunes étudiants qui sont effectivement beaucoup plus sensibles à ce type de situation. Enfin, moi, j'entends ces remarques, hein. Je pense qu'on peut dire quand même qu'en mettant en place l'activité partielle pour près de 9 millions de salariés au plus fort de la crise, on a fait un effort énorme pour préserver le pouvoir d'achat. Et on sait qu'on est un des pays dans lequel le pouvoir d'achat a été le mieux préservé pendant la crise. Il y a évidemment des mesures particulières qui ont été prises, notamment sur l'allocation de rentrée scolaire, sur le resto à 1 euro pour les étudiants. Je pense que ce qui est important et ce qui est pour moi au cœur de notre responsabilité, c'est de permettre à chaque jeune d'accéder à une formation qualifiante, d'accéder à un parcours d'insertion, d'accéder à l'emploi. J'ajoute que moi, ça m'a vraiment importé que tous les dispositifs qu'on propose, quelle que soit leur forme, permettent d'avoir une rémunération pour les jeunes. On a fortement revalorisé pour les jeunes la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. On a boosté les dispositifs tels que la garantie jeune pour accompagner les jeunes vers l'emploi, et c'est des dispositifs dans lesquels il y a une rémunération à la clé. Donc, on a traité la situation des jeunes qui, en temps normal, n'auraient pas de difficulté pour accéder au marché de l'emploi. C'est la prime à l'embauche pour accélérer les recrutements. On veut absolument maintenir l'apprentissage et toutes les aides qui sont mises en place pour encourager les entreprises à signer des contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Et puis, on a 300 000 parcours d'insertion avec des formes très diverses que je ne vais pas développer parce que voilà, je pense que ce n'est pas l'intérêt d'avoir toute la boîte à outils du ministère, mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner, d'être capable de proposer à chaque jeune qui est plus en difficulté des parcours vers l'emploi, vers l'activité, vers des formations qualifiantes dans lesquelles ils auront une rémunération qui leur permette d'avoir, de répondre à ces enjeux d'inclusion que vous mentionnez. Et vraiment, on a notamment aussi boosté tous les dispositifs d'insertion par l'activité économique sous toutes ses formes, y compris la création d'entreprises pour les jeunes. Et je pense que, effectivement, la philosophie, c'est d'abord de donner du pouvoir d'achat en donnant accès à la formation et à l'emploi pour les jeunes. Très bien, merci beaucoup Madame la Ministre. Nous avons le temps pour une question. Oui, je vous en prie. Alors en fait, Madame la Ministre, j'aimerais aborder avec vous un sujet qu'on a eu l'occasion de traiter hier, mais en abordant la problématique. Donc ce sujet était la relocalisation, et j'aimerais aborder la problématique en fait de la robotisation. C'est-à-dire qu'on va être confronté à des nouveaux salariés, donc qui vont arriver dans des entreprises qui étaient auparavant dans d'autres pays, en France. Et le problème, c'est qu'ils coûtent bien plus cher. C'est-à-dire que si on allait à l'étranger, c'était pour ce côté masse salariale, même si on l'abordait avec les dirigeants d'Engie et de Renault tout à l'heure, il y a quand même des progrès sociaux, mais ça reste bien en deçà par rapport en France. Et on va être confronté à ce sujet qui est le contrôleur de gestion est confronté à une hausse exponentielle des coûts. Donc, la première substitution serait finalement la robotisation. Et alors, si on se retrouve avec du chômage supplémentaire, sachant qu'on en aura déjà, que l'alternative primaire serait donc de finalement avoir
une formation. Donc là, vous nous évoquiez un plan de 15 millions d'euros qui est très très bien, mais visiblement axé sur la jeunesse. 15 milliards, là, en ce moment, c'est plus trop 15 bien milliards, pour les pardon, millions oui, et milliards, pardon. 15 milliards. Axé sur la jeunesse, mais pas vraiment sur les ouvriers spécialisés dont on aurait besoin à l'issue de ces relocalisations. Et du coup, j'aimerais savoir un petit peu comment est-ce que vous voyez la chose. Est-ce que vous avez des substitutions à justement cette problématique et voilà, ça clôt mon propos. Alors, moi, je crois beaucoup que on peut s'appuyer sur des entreprises de types très différents pour mener ces relocalisations, et en particulier, avec le haut-commissaire à l'inclusion qui est à mes côtés, on croit beaucoup à des entreprises d'insertion par l'activité économique qui peuvent être présentes sur ces créneaux de la relocalisation. Et puis, par rapport à ce que vous dites, je ne suis pas sûre qu'il faille dire que la robotisation, c'est l'ennemi de l'emploi. Moi, je visitais un CFA vendredi dernier, dans lequel il y a des jeunes qui se forment à la programmation, au pilotage de ces lignes de production. C'est d'autres emplois. Alors, c'est sûr que c'est peut-être quantitativement moins d'emplois, mais si on relocalise beaucoup plus d'activités parce qu'on a su robotiser, c'est des beaux emplois qui sont attractifs pour les jeunes. Et on voit que notre appareil de formation, en particulier les CFA, sont capables de former les jeunes vers ces nouveaux métiers. J'ajoute aussi que moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans les jeunes qui étaient dans ces formations, beaucoup avaient eu un parcours scolaire qui n'était pas des plus, des plus réjouissants. Et moi, j'insiste vraiment beaucoup sur ce côté. Chacun a des talents et chacun doit être capable, et on doit pouvoir proposer à chacun une voie vers l'emploi. Ces jeunes qui étaient sur ces robots, sur ces nouveaux outils de production, y compris des soudeurs ou des chaudronniers, dont il faudrait peut-être repenser les noms. C'était des jeunes qui n'avaient pas forcément trouvé leur voie dans le système scolaire et qui trouvent leur voie sur ces nouveaux métiers de l'industrie qui seront à la fois, qui permettent à la fois d'être compétitifs en termes industriels, mais qui proposent aussi des emplois, et des emplois qui sont attractifs pour des jeunes. Très bien, merci beaucoup Madame la Ministre, et au nom des membres du Cercle et de toute l'assistance, merci mille fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.